Ma série hors série est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors, ce sont de petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire autant régionale, nationale qu'internationale. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard rencontre son monde commence maintenant. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui en compagnie dans le cadre des hors-séries de mon collègue Alain Reyes. Alain, est-ce qu'on prononce bien Reyes? Ouais, c'est pas pire, Bernard. Pour le nombre de temps que tu me connais, tu le prononces pas pire. Oui, parce que tu fais déformer ton nom à bien des reprises. Ouais, puis honnêtement, là, s'il fallait que je m'attarde à ça, là, je finirais plus. Là, j'arrêterais la politique, c'est sûr. Écoute, Alain, on est collègues depuis 2015. En fait, tu as été élu la première fois au Parlement en novembre 2015 en même temps que moi. Exactement. Tu as regagné en 2019, mais ce n'est pas la première fois que tu faisais de la politique, parce que tu avais déjà été candidat. Évidemment, tu as été maire. On va en parler tantôt, là, parce que on a ce point commun-là aussi très important. On a tous les deux été maires, on a tous les deux construit des arénas, ou en tout cas des infrastructures importantes. Mais avant d'avoir été maire, tu as été candidat pour l'ADQ de l'époque. Ouais, en 2003, avec Mario Dumont, je me suis présenté et ça a été une super expérience malgré la défaite. Athabasca au niveau provincial, parce que les circonscriptions, contrairement à l'Ontario, les gens ne le savent pas, mais en Ontario, les circonscriptions sont les mêmes provinciales fédérales. Oui, t'as raison. Tandis que dans les autres provinces au Canada, c'est pas le cas. Je m'étais présenté pour Mario Dumont en 2003. Ça a été une super expérience. J'ai plus le chiffre dans moi, 400-500 votes. Tout le monde était malheureux. Mais le lendemain matin, moi, je suis retourné travailler. Puis c'était comme le début d'un nouveau moment professionnel pour moi où j'ai pu me faire connaître. Puis c'était une super expérience. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup appris de ce moment-là qui m'a permis maintenant de continuer en politique. Qu'est-ce qui avait fait à ce moment-là? Quelle avait été ton intention? Parce que je pense que tu étais directeur d'école. Hein? Tu as été enseignant ou directeur d'école, les deux? Les deux. Les deux. Alors, qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir te présenter en politique provinciale à ce moment-là? C'est drôle parce qu'on va en parler. Vous allez voir d'où ça a commencé tout ça. Moi, je tripais sur la politique en général. Puis au Québec, les gens s'intéressent particulièrement à la politique provinciale, sûrement à cause de la situation constitutionnelle, séparatiste, fédéraliste, les référendums. Si on parle à quelqu'un qui s'intéresse à la politique, avant de penser au fédéral ou au municipal ou même à l'international, il va penser au provincial au Québec, ce qui est différent des autres provinces au Canada. Et ça m'intéressait. Je voyais Mario Dumont, qui était un jeune politicien qui parlait du choc des générations, des déficits, qui trouvait que on n'avait pas assez de notre argent, on payait trop de taxes, trop d'impôts. Bon, j'étais début trentaine, je commençais à recevoir des talons de paye, puis je me posais la question pourquoi 50% de l'argent disparaissait en impôts puis en différentes cotisations de tout genre. Puis j'ai décidé de partir avec ma femme puis notre plus jeune, qui se faisait allaiter à Rivière-du-Loup lors du congrès de Mario Dumont, à ton coin de pays. Oui, exactement, parce que tu sais que Mario Dumont, pour la petite histoire, Mario Dumont vient de Kakuna. Donc, son père, d'ailleurs, et ses parents demeurent toujours là. Je les vois à chaque élection. Je me fais un devoir d'aller faire du porte-à-porte. Dans ce coin-là, c'est correct, ça. Puis, Mario Dumont, il avait son congrès. Puis moi, je connaissais personne vraiment. Puis je suis parti là tout seul. Puis on a emmené notre gardienne avec nous autres. Fait que quand c'était le temps d'allaiter, Catherine partait à l'hôtel pour aller allaiter et revenait. Puis le soir, après le discours de Mario, il y avait le party et tout ça. Puis je m'étais fait organiser une rencontre avec François Corriveau, qui est le deuxième député qui a été élu après Mario Dumont à l'ADQ, et avec Mario Dumont. Les deux ont le même âge que moi, 3 enfants, un peu la même histoire, et ainsi de suite. Puis je voulais comprendre c'était quoi la dynamique familiale avec les enfants, jeunes familles, tout ça. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis à 11h30 du soir, je me rappelle comme c'était hier, j'appelle un de mes amis, Alexandre Mayotte, qui est maintenant mon responsable de bureau, l'équivalent chez toi d'Annie. Puis je dis à Alexandre au téléphone, puis j'avais jamais parlé de ça à personne, hein. Puis de mes intentions potentielles, peut-être pour aller au fédéral. Je dis Alexandre, je vais aller au provincial, me présenter pour Mario Dumont. T'aurais-tu le goût de t'occuper de ma campagne? Lui, il reçoit un téléphone comme ça à 11h30 du soir. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je vais utiliser des bons termes parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis il parle des enfants. Puis il dit, t'es fou? Il dit, fais ton congrès, puis reviens pour on en parle. Puis lui, il était plus jeune que moi encore. Et là, c'est parti, puis on est allé voir son père qui tripait sur la politique, qui est un péquiste dur, souverainiste.
Fait que c'est comme si son gars s'y embarquait avec moi, il venait de trahir toute la famille. Fait que c'est tellement drôle. Puis là, je suis parti autour de moi aller consulter les gens. Mon père, ma mère, mes frères, la famille, les amis, les joueurs de soccer, parce que j'étais très impliqué dans le soccer, des confrères. Puis sans exception, tout le monde m'a dit de pas y aller. Sans exception. Il y a personne qui m'a dit go, fonce. J'avais 33 ans, j'étais jeune, j'avais le goût de défoncer des portes. Puis tout le monde me disait, ben non, qu'est-ce qu'il faut faire en politique? C'est sale, le monde sont corrompus, tu vas mettre ta famille. À cette époque-là, il faut se rappeler que les libéraux étaient au pouvoir. Ouais. Il y avait, en tout cas, des scandales de corruption, en tout cas, beaucoup d'éléments à l'intérieur de ça qui rendait la politique à ce moment-là pas très attirante. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, quand on regarde les sondages qui sont faits, puis les études, on voit que c'est plate pour les vendeurs de chars, là, mais on est les deux corps d'emploi les plus bas dans l'estime de la population. Cela t'en dit souvent quand c'est général, mais quand les gens nous connaissent, au même titre que notre vendeur de voitures, on les aime, les personnes. Tu sais, je pense que comme politicien sur le terrain, les gens en ont contre la politique, mais pas nécessairement contre les politiciens qui connaissent. Tu as tout à fait raison. Les gens sont très gentils avec nous autres. Fait que ça pour dire que tout le monde, j'ai interpellé des gens que j'avais aidés, que je coachais, des élèves, des confrères de travail. Tout le monde me disait ça, puis je me disais, comment ça se fait? T'sais, moi, je veux m'impliquer, vous me connaissez, je suis ce que je suis à cause de vous qui m'avez fait grandir. Puis là, vous me dites non, j'ai dit, qui va y aller en politique? Fait que c'était pas en fonction du choix du parti que tu prenais à ce moment-là, comme de la politique. La politique, en général, parce que Mario Dumont commençait à être populaire, il était la jeunesse, le renouveau. Tu sais, j'aurais pu penser que les gens m'auraient dit, gars, fonce, puis vas-y, amuse-toi, ça va être une belle expérience de vie. C'est complètement l'inverse, puis drôlement, c'est ce qui m'a motivé. Là, je me suis dit, non, je vais les faire mentir, je vais leur montrer que je suis la même personne, avec les mêmes valeurs, puis que mon objectif, moi, je suis pas idéologique comme certains. Il y a des gens qui vont en politique à cause d'un enjeu. Ouais. Moi, je trouve ça malheureux parce que la politique, c'est long, c'est un gros paquet. C'est politique aussi. Oui. Puis, si tu réussis pas à faire bouger cet enjeu-là, tu deviens malheureux. Moi, je vais en politique parce que je veux influencer. C'est ça mon objectif. Je veux influencer pour améliorer la qualité de vie des gens, pour faire en sorte que tout citoyen, quel que soit son statut, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, sa religion, qu'il puisse s'épanouir dans notre beau pays. Fait que je me suis motivé avec ça. Puis les enjeux, les gens qui iraient voir ma première conférence de presse où j'ai annoncé mes couleurs, c'est les mêmes motivations que j'ai. Je trouve qu'on paye trop de taxes, trop d'impôts. L'endettement me fatigue. Quand je regarde Justin Trudeau encore, c'est on va dire, il est complètement l'opposé de ce que je crois. Aider les familles, nos aînés, mettre en place les conditions favorables pour que les entreprises réussissent à grandir, puis à faire travailler du monde, qu'on arrête les gouvernements de dire qu'on va créer des jobs, c'est faux. Notre job, nous, c'est de mettre les conditions favorables, que les entreprises créent les jobs, puis la façon de leur donner les conditions favorables, c'est pas compliqué, qu'on arrête de sortir 10 000 affaires puis de la paperasse, c'est moins de paperasse, moins de taxes, moins d'impôts, puis ça peut pas être plus conservateur que ça. Fait que moi, le monde qui me dit « j'aime pas les conservateurs », je me dis « je m'assois avec vous autres, là, puis je vous mets au défi de me trouver un argument autre que les grands mythes, les grands débats que les médias mettent sur la place publique, qu'on parle même pas entre nous autres dans notre caucus. » Dans ce que tu viens de mentionner, tu as dit dans notre pays, dans notre beau pays. Faut savoir que Alain Reyes, c'est pas Canadien, Français d'origine. Hein? Je pense que les parents étaient des immigrants qui venaient d'Égypte. De l'Égypte. Ouais, mon père et ma mère sont en 67 pendant l'expo, ma mère la première, mon père a suivi. Ta mère est venue en premier. Ah oui. Toute la famille, son père, sa mère sont partis. Son père était un haut fonctionnaire. Il a transféré de l'argent tranquillement parce qu'il avait pas le droit de quitter le pays. Puis un matin, il s'est levé puis il a dit à toutes ses 7 filles puis sa femme, go, c'est là qu'on part. Ils ont embarqué dans l'avion, ils ont quitté. Fait que mon père est resté en Égypte. Mon grand-père, le père de ma mère, avait dit, si t'aimes vraiment Mona, parce qu'elle s'appelle Mona, ma mère, tu l'aimes vraiment, ben finis tes études, ta maîtrise en ingénierie, puis il tiendra la rejoindre quand tu auras fini. Ce qu'il a fait. Il est venu au Canada. Mon père est venu la rejoindre. Ils sont mariés tout de suite à Ottawa. Puis après ça, il a eu une job au cégep. Un travail comme professeur de mathématiques. De Victoriaville. D'où le fait que tu es né là, en fait, tu es originaire de Victoriaville. Mes 3 frères, on est 4 garçons, tous nés à Victoriaville. Et on a grandi là. Puis on s'est toujours... L'exemple concret, essentiellement, de l'arrivée de personnes qui sont non natifs du Canada, en fait, de ta famille, de générations précédentes, et qui sont venus s'installer au Canada pour vivre une vie meilleure.
Et Dieu sait comment il y a des exemples comme ça à travers le Canada. En fait, le Canada est bâti par des immigrants quand on y pense. C'est un jeune pays. On a tous des origines. Tous immigrants d'une certaine manière. Tout à fait. Puis c'est spécial parce que moi, j'ai vécu le racisme, là. J'ai vécu les commentaires désobligeants, même en campagne électorale, me faire traiter de voleur de job, puis des commentaires de quelqu'un quand tu viens pour donner la main dans un club d'âge d'or, puis quelqu'un, avant de te donner la main, il a des places, puis il te pose comme question avant. Toi, t'es né où? Ouais. La question sous-entendue à ça, c'était-tu un vrai Québécois, là, ou un vrai Canadien? Puis là, tu dis, ouais, je suis né à l'hôpital de Victoriaville. Ah, OK, là, ils sont tous contents, puis ils te font un câlin, puis ils te donnent un bec. Mais ça, je pense que c'est des réflexes, puis c'est manque d'information, manque d'éducation, puis ce changement-là se fait. C'est ça que c'est moins pire que c'était. Tout à fait. Puis moi, ça m'a jamais... J'ai vécu là-dedans quand j'étais jeune, puis avec mon petit accent, puis la couleur de la peau un peu plus foncée, puis on a réussi à faire notre place, puis souvent, je dis à ces gens-là qui sont un petit peu peut-être racistes, on va dire ça comme c'est là, puis je veux pas embarquer dans la sémantique des mots, là. Je dis, il y a pas de gens plus impliqués que mon père et ma mère dans la communauté, les 4 frères ont réussi, nos cousins, nos cousines, tout le monde travaille, tout le monde contribue, tout le monde a appris le français. La plupart sont bilingues, trilingues. Parce qu'avec 7 filles, là, ça a dû générer des cousins et des cousines, ça, là. Les parties de famille, même pas maintenant avec le confinement et la COVID, là, mais mettons que ça faisait des gros parties qu'on se voit. Puis c'est drôle parce que c'est dans la culture égyptienne, arabe, du Moyen-Orient, les gens se connaissent tous. Moi, souvent, je dis au monde, le petit cousin, là, le petit cousin de mon père, je le vois plus souvent que certains Québécoises voient leurs frères et sœurs. C'est vous de religion musulmane ou chrétienne? Non, catholique. Ils faisaient partie de la minorité. Okay. Puis c'est une des raisons pourquoi ils sont partis, Okay. à cause des musulmans puis extrémistes là-bas. Les gens qui sont musulmans, qui ont immigré ici, la plupart ont quitté leur pays justement à cause de ça. À cause de ça. Mais les chrétiens ont fait la même chose. Les chrétiens, la même chose, sont partis, ils ont vu ça. Fait qu'eux sont très inquiets. À la limite, même certains sont assez racistes face à certains musulmans parce qu'ils l'ont vécu dans leur pays, là, tout ce que l'on connaît maintenant. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier, je tiens à dire. Je parle vraiment des extrémistes et tout ça, là. Je reviens en 2013 où tu t'es présenté comme candidat, mais à ce moment-là, tu étais directeur d'école ou professeur? Oui, j'étais professeur, après ça directeur. J'étais directeur d'école quand je me suis présenté pour la DQ de Mario-Dumont. OK. Ouais, j'étais le plus jeune au Québec quand j'étais nommé directeur de la polyvalente La Samar à Plessisville. Wow. Ça a été comme le début de ma carrière professionnelle, autre qu'enseignant, là, au niveau de la gestion. Okay. C'est là que j'ai appris à jouer avec les chiffres. Tu avais fait un cours spécial à... Ouais, après mon bac en enseignement des mathématiques et informatique, j'ai fait une maîtrise en administration par après. Alors là, je comprends pourquoi tu es aussi bon dans les... Donc, les réseaux sociaux, on n'en parlait pas beaucoup dans ce temps-là. C'était plus de la programmation. Je me suis vraiment demandé. C'est drôle parce que ça ne m'a pas vraiment servi, puisque dans l'enseignement, le champ de compétences mathématiques est associé aux sciences et non pas à l'informatique. Fait que c'est complètement 2 domaines tout à fait séparés, mais ma formation était comme ça. Alors, tu as été directeur d'école à ce moment-là durant plusieurs années par la suite. Et là, en 2015 est arrivé l'appel, en fait, Denis Lebel, qui est un ami conjoint que nous avons, bien sûr, qui était ministre à l'époque, qu'on a connu, puis que tu as connu par le biais des infrastructures municipales, puisque tu as été maire de Victoriaville pendant plusieurs années. Ça a été ma 2e expérience politique à la mairie de Victoriaville, de 2009 à 2015, puis c'est là que j'ai côtoyé Denis. C'est ça, t'es arrivé en 2009, comme moi je suis sorti pour aller au fédéral. Exactement. Parce que j'étais aussi à l'UMQ, dans les villes de centralité, toi t'étais dans les villes, comment qu'ils appellent? Les cités régionales. Les cités régionales. Ouais, les villes, après les 6 grandes villes, il y a Montréal, Québec, ouais. Il y a les 6 grandes villes, Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on dit Saguenay maintenant. Il m'en manque une, je pense. Puis après ça, il y avait une quinzaine de villes, toutes les villes qui ont un cégep, un hôpital, un centre d'achat, qui sont comme des pôles régionaux. Rimouski en fait partie. Ton mandat, c'est quoi? Ça a duré 6 ans, 7 ans? Ouais, j'ai fini mon 2e mandat à cause de la politique fédérale. Ça, c'est une des grandes frustrations que je trouve en politique, c'est quelqu'un qui aime la politique, qui veut changer de palier parce que il y a une opportunité qui se présente à lui. C'est difficile parce que tu peux pas comme finir ton mandat. T'es comme toujours entre 2 chaises. Puis ça, les gens nous le font payer cher parce qu'ils ont l'impression qu'on n'a pas complété ce pour quoi on s'est engagé dans une élection. Puis justement, quand j'ai quitté, moi, j'ai donné ma prime de séparation. J'ai donné de salaire pour dire, bon, si je gagne, j'ai pas besoin de salaire, puis je la donne. Fait que c'était ma façon de montrer patte blanche par rapport à ça. Ben, moi, j'ai été maire pendant 4 ans, puis le timing a donné que j'ai annoncé au mois de juin que je me représentais pas. Puis
J'ai été 4 jours sans emploi politique à ce moment-là. Bon, T'étais chanceux parce que c'est rare. En 2011, j'ai été 4 ans aussi après, par exemple. Après avoir perdu par 9 votes. Bon, en tout cas. Mais tout ça pour dire que tu as répondu positivement à l'invitation de Denis Lebel, que je salue. Je ne sais pas s'il va écouter ça un jour. En tout cas, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec Denis. C'est un gars extraordinaire, puis très, très impliqué. Puis il est allé te demander si tu voulais te présenter avec les conservateurs. Arrêté pendant 2 ans, il a été assez, je veux pas dire manipulateur, je vais dire stratégique. il m'a fait découvrir la politique fédérale, il m'a beaucoup aidé pour la municipalité de Victoriaville quand j'étais maire dans les différents projets, soit la salle de spectacle, le carré 150 chez nous, que ce soit pour les infrastructures sportives, l'aéroport. Puis il m'a montré le potentiel quand on voulait influencer un autre niveau là, pour les municipalités. Parce que je continue à croire que les municipalités est le palier de gouvernement le plus près du citoyen où tu peux avoir un impact rapide pour faire bouger les choses. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens dans le palier provincial et fédéral qui croient à ça pour décentraliser et aider les municipalités. Fait que il m'a mis ça dans la tête tranquillement. Puis il est arrivé un jour où il m'a organisé une rencontre avec Stephen Harper, qui était premier ministre à ce moment-là. Puis ça, c'est un des moments qui m'a marqué dans ma vie. Je me rappelle comme c'était hier, il y avait une annonce qu'il avait faite à Toronto le matin. Il avait organisé une autre annonce à Victoriaville, dans l'après-midi nationale, avant l'élection. Oui, c'était au mois de mai, si je me rappelle bien. L'élection qui était à l'automne. Et il m'avait organisé une rencontre avec Stephen Harper. Puis Stephen Harper était très, je sais pas si le terme, je vais mettre entre guillemets parce que c'est anglophone, freak sur la sécurité. Tout l'étage avait été nullisé au complet. Il y avait des gardes de sécurité partout. C'était très américain comme façon de faire. Et là, je m'étais ramassé tout seul pendant 1 heure, un dîner avec Stephen Harper dans une suite qui avait été complètement vidée. Il y avait une table au centre, il y avait 2 chaises. On était côte à côte. Et je me rappelle comme c'était hier, on mangeait un fajitas avec nos mains. Puis on avait un coke. Puis là, tu vois le premier ministre du Canada, l'homme le plus puissant, qui, en mettant un doigt quelque part, peut faire changer le cours des décisions. Puis là, il te parle, puis on parle de tout, de hockey. Puis à toute fin, il me dit j'aimerais ça que tu réfléchisses à te présenter pour nous autres. Fait que tu peux pas comme ne pas tenir compte de ça, quel que soit le parti politique. T'as le premier ministre du Canada qui te parle de ça. Fait que Denis avait bien joué ses cartes. Fait que je suis sorti de là. Naturellement, il y avait, d'après moi, tout stagé les médias, parce qu'ils étaient tous là pour l'annonce nationale. Fait que quand je suis sorti les médias, qu'est-ce que vous faites là? Vous sorti d'une rencontre, blablabla. Fait que, vous l'intention de présenter, ça avait coulé un peu. Fait que je me rappelle, j'en avais des frissons. Puis là, je dis, j'ai rencontré le premier ministre, je vais réfléchir à ça, je sais pas trop, ainsi de suite. Puis là, j'étais mère. Je n'avais jamais parlé avec ma femme à ce moment-là. Fait que ma femme qui enseignait, fait que je me suis dépêché à laisser un message, faut que je te parle avant qu'elle écoute les nouvelles. Et là, c'est parti, boule de neige. J'ai continué la réflexion, j'ai décidé de m'annoncer en politique fédérale, puis depuis ce temps-là, j'ai eu une belle expérience. Oui, tout à fait, parce que tu as eu des responsabilités qui t'ont été données aussi par... en fait, les gens ont vu les qualités incroyables intrinsèques que tu as comme leader, mais aussi comme quelqu'un qui est capable de rassembler les gens, un peu comme Denis Lebel. Moi, quand je t'ai vu arriver, puis on s'est connus en 2015, on s'était pas connus avant qu'on soit élu, puis je voyais les qualités que tu avais, je comprenais Denis Lebel d'être allé te chercher, parce que je voyais exactement ce qu'il voulait dire quand il me parlait de toi, tu sais, d'ailleurs. Puis d'ailleurs, Andrew Scheer, qui a été notre chef avant Erin O'Toole, t'avait demandé d'être le lieutenant du Québec. Une tâche que tu as accomplie avec un immense intérêt et surtout un engagement à 100%. Comment tu as aimé cette expérience-là? J'ai adoré, puis Denis avait réussi à avoir des candidats qui avaient été dans le monde municipal, comme maire au conseil municipal, des gens de terrain, des gens proches des citoyens, des gens qui ont déjà organisé des campagnes électorales, qui sont capables de lever des fonds, qui sont en communication avec tous les organismes, que ce soit le monde municipal, le monde des affaires, le monde culturel, le monde communautaire. C'est un bon training. Tout à fait. C'est une des plus belles écoles, je dirais. Fait que des gens comme toi, comme moi, comme Luc Berthold, qui était maire de Thetford. Fait que je pense qu'il a misé là-dessus. C'est un peu le travail que j'ai tenté de continuer moi aussi quand j'ai été lieutenant politique. J'imagine qu'ils m'ont choisi un peu à cause de mes expériences de gestionnaire et d'organisateur. J'ai toujours aimé ça. En même temps que j'étais enseignant, directeur d'école, j'ai été responsable du tournoi de soccer à Victoriaville pendant 26 ans que j'ai organisé. On est devenu à un certain moment comme le plus gros tournoi au Canada. Dans une petite ville comme Victoriaville. On est parti de 16 équipes quand je l'ai pris en main à la 4e édition.
400 équipes. Wow! 400 équipes! 400 équipes qui venaient passer 2 à 3 jours à Victoriaville. C'est partout au Canada. De partout, là. C'était fou, là. Wow! Donc, je pense que ces qualités-là, j'ai essayé de les transposer en politique. En réalité, c'est la même recette. Puis je viens du monde sportif. J'ai joué au soccer toute ma vie jusqu'à l'université. Fait que ces qualités, je pense qu'on doit avoir quand on est dans une équipe, de travailler avec les gens, d'essayer de chercher le meilleur de chacun. Il y a du monde à chaque position. C'est pas parce que t'es pas celui qui score tous les buts que t'es pas important dans l'équipe. Ça prend du monde pour arrêter les pucks. Puis ça prend du monde pour arrêter au milieu les défenseurs. Ça prend des entraîneurs. Ça prend des entraîneurs. Puis il y a des gérants d'estrade, puis il y a des journalistes qui commandent. Puis c'est ça la vie. Mais j'ai lu dans ta bio qu'en 2011, tu as rencontré Pierre Lavoie, que tout le monde connaît au Québec, bien sûr. Pierre Lavoie qui est le maître d'œuvre du défi Pierre Lavoie, qui fait que son objectif à lui, c'est de faire bouger les jeunes. Tu dis que ça allait transformer ta vie. Comment se fait-il quand avait rencontré ce gars-là, ça a transformé ta vie? Parce que quand on te regarde aujourd'hui, écoute, tu t'entraînes. Moi, je te vois comme un sportif accompli. Est-ce que tu ne l'étais pas déjà à ce moment-là? Je l'étais quand j'étais plus jeune. Mais comme les entraîneurs, on prend un peu de poids puis on mange plus de beignes. Mais ça pour dire qu'avec le temps, avec les enfants, la vie professionnelle, à un moment donné, j'étais plus nécessairement celui qui donnait l'exemple de ce qu'il disait. Fait que j'ai arrêté de m'entraîner quand je suis sorti de l'université. Peut-être un peu par écœurantite, moins d'intérêt. Fait que j'ai pris du poids, je faisais du cholestérol dans le tapis. Mon médecin, je me rappelle, à partir de l'âge de 26-27 ans, j'étais sur médication. Il m'avait dit ça va être comme ça le restant de tes jours. Oui, Tout à fait. Puis à un moment donné, il y a comme eu un signal, une conférence de Pierre Lavoie auquel je participe. Puis son discours, il faut mettre la switch à on, comme il dit. Puis il faut bouger, il faut pas fumer, il faut moins consommer d'alcool, il faut mieux manger, puis il faut bouger tous les jours. Il y a comme eu un déclic. Puis aujourd'hui, ça va faire 12 ans que j'ai décidé de me prendre en main. Et depuis ce temps-là, j'ai couru 11 marathons. Je me suis qualifié pour Ottawa. J'ai fait 3 Ironman, 3 demi-Ironman. Je compte plus le nombre de 10 km puis de demi-marathon que j'ai couru. Puis c'est devenu un mode de vie. Puis honnêtement, je sais pas comment je ferais aujourd'hui sans ça. Puis c'est drôle parce que j'ai fait un Facebook Live avec Pierre Lavoie la semaine passée. Hey. Et je disais, Pierre, ce qui a réussi, c'est qu'il est parti de son histoire où il a perdu ses 2 enfants. Ouais. Une histoire assez tragique, très émotive. Au début, ses conférences, c'était impossible de sortir de là sans pleurer. Puis, depuis ce temps-là, son discours a évolué, puis il est devenu centré sur le bien-être des gens, puis de se prendre en main, de faire bouger les jeunes et les moins jeunes. Puis c'est ce que je disais à la fin de l'entrevue. Il dit, Pierre, t'as fait de moi un de tes ambassadeurs aujourd'hui, puis je suis fier de faire partie de tous ceux qui font la promotion des saines habitudes de vie. Puis c'est devenu un peu une de mes caractéristiques quand j'ai été maire en politique. Je participais à tous les événements, j'ai organisé pour une autre fondation chez nous, justement, de parents qui ont perdu leurs 2 enfants pour des maladies infantiles rares, comme ceux de Pierre Lavoie. Puis on nous avait approché à ce moment-là pour être parrain, marraine d'honneur. Okay. Puis moi, on n'est pas des hommes d'affaires, fait que on n'avait pas d'argent à faire un chèque comme certains sont capables de faire. Fait qu'on a organisé une marche, on a invité les gens à venir marcher avec nous, puis donner 25 $ pour faire un tour de notre lac qui a une distance de 5 km. Puis nous, on avait fait, je pense, c'est une affaire comme 12-13 tours, au-dessus de 60 km qu'on a couru sans arrêt. Nous, on a ramassé première année 73 000, deuxième année 91 000. Puis à chaque année, c'est près de 3000 personnes qui sont venues faire au moins un tour avec nous autres pour nous encourager. Fait on se rend compte qu'on est capable de faire bouger beaucoup de monde, pour des bonnes causes. D'ailleurs, ça a beaucoup évolué parce que quand on se souvient qu'à l'époque, quand ils ramassaient, les organisations ramassaient de l'argent, c'était beaucoup dans des soupers, dans des toutes sortes de patentes. Aujourd'hui, c'est beaucoup associé avec le monde sportif, sortir dehors, aller jouer, etc. Là. Les tournées de vélo, les courses, les marches. Moi, personnellement, c'est le cœur de mon engagement, de servir. Le mot servir, pour moi, a une signification extrêmement importante. Autant comme maire, autant comme député fédéral aujourd'hui, pour moi, c'est le bien-être, comme tu disais tantôt, c'est le bien-être de nos populations. C'est pour cette raison-là, fondamentalement, que moi, je fais de la politique. Puis je fais pas de la politique, comme tu disais tantôt non plus, de façon obstinée, à savoir que tu veux faire absolument avancer un enjeu, parce qu'il y a un enjeu qui t'a touché dans ta vie, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Au moment où on fait cet enregistrement-là, on vient de terminer notre congrès national qui, normalement, se tient dans une ville. Là, ça s'est tenu de façon virtuelle. Il y avait 5500, une première canadienne, en tout cas, d'aussi grand nombre de participants, 5800 participants, près de 3000 personnes qui pouvaient voter. Puis on a une résolution qui a fait mal un petit peu, en tout cas qui a été
mal présentée, je dirais, là, plus que d'autres choses, puis finalement, elle n'a pas passé sur l'environnement, laissant entendre que nous, les conservateurs, on ne reconnaît pas les changements climatiques. Là, je te donne une belle grande porte ouverte pour rentrer dedans. Tu es maire de Victoriaville, qui est la ville probablement la plus verte au Canada, ouverte en tout cas au Québec minimalement. Et là, ben, cet enjeu-là, pour nous, il est aussi important. Puis là, j'en profite, puis les gens qui vont nous écouter, j'espère qu'ils vont comprendre ça, que quand on passe des résolutions, on peut avoir un libellé de résolution. C'est comme quand on passe des motions dans la Chambre des communes. Il y a une affaire qui titille ou qui ne fait pas notre affaire là-dedans, on la tasse, puis on passe un autre appel. C'est exactement ce qui vient de se passer en 20 semaines. Évidemment, notre chef a reconnu que les enjeux environnementaux sont importants, qu'on reconnaît les changements climatiques. Puis plus que ça, Bernard, on l'a fait à la Chambre des communes à plusieurs reprises. Dans notre plateforme, c'est écrit aussi souvent qu'on parle d'emploi, on parle de changement climatique. On a dit qu'on aurait une plateforme ambitieuse lors de la prochaine campagne. Je me rappelle, parce que quand j'étais lieutenant politique pour Indochir, on s'est fait critiquer sur notre plateforme environnementale, puis je disais pas plus tard que la semaine passée, un journaliste, c'est bizarre que personne n'ait souligné que 50% des actions dans notre plateforme étaient les mêmes que dans la plateforme du Parti vert. Mais ça, il n'y a pas un média qui a pris le temps de l'expliquer. Puis quand les groupes environnementalistes sont tous mis ensemble, parce que naturellement, ils n'aiment pas les conservateurs, puis ils ont fait l'analyse de chacun des éléments des plateformes, ils ont mis aucun élément positif pour les conservateurs. On avait le programme le plus épais en termes de feuilles. On avait, je me souviens plus, c'est une 50aine d'actions. Donc, je le répète, 50% étaient les mêmes que le Parti vert, qui est le parti le plus green qu'on a au pays, là, le plus vert. Donc, je trouve ça malheureux, puis je trouve que c'est un enjeu qui devrait être dépolitisé. On est tous d'accord. En même temps, nous autres, les conservateurs, on est pragmatiques. Ce que tu fais mention, c'est que la motion était assez complexe, il y avait plusieurs éléments, puis ça fait en sorte que certains ont voté contre, pas parce qu'ils étaient contre les changements climatiques, qui sont des climato-sceptiques, comme certains essaient de le faire croire. C'est complètement faux. Les conservateurs, le chef le dit de façon claire dans son discours. Le lendemain, lors de la période des questions, connaissant le résultat, il l'a répété devant tous les membres. Puis on sait dans un parti politique comment un chef est puissant, quand il dit quelque chose, puis je donnais l'exemple à des journalistes. C'est drôle, quand le Parti libéral, en congrès à Halifax, il y a 2 ans, les 3000 membres, il y en avait 3000 dans la salle, ont voté unanimement. Je le répète, là je m'approche du micro pour que les gens l'entendent, là. Unanimement pour la décriminalisation, pas juste de la marijuana, de toutes les drogues. Ouais. Toutes les drogues. Et là, Justin Trudeau est sorti en catastrophe pour annoncer devant les médias que c'était pas son objectif, c'était juste la marijuana. Et il y a encore des députés qui ont tenté de faire passer ça à la Chambre des communes. Puis là, Justin Trudeau sort, puis il dit non, moi c'est juste la marijuana. Puis là, on prend tout ça pour du cash, quand Justin Trudeau le dit comme chef. Mais nous, quand notre chef, il parle, là, on a des doutes, là, parce que oui, des membres ont dit telle chose. Pourquoi nous autres, notre chef, dans le Parti national, n'aurait pas le même préjugé favorable? Il faut croire en ces gens-là. On va dire, tant qu'ils n'ont pas dit de menterie, faut leur donner le bénéfice du doute, puis jamais que Erin a bégayé cet enjeu-là. Il a toujours été catégorique, puis moi, ça me fait plaisir. Puis à la limite, peut-être que il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Peut-être que ça va juste convaincre tous celles qui vont écrire la plateforme qu'on peut pas y aller à moitié lors de la prochaine campagne, parce qu'on a vu l'impact dans la population puis dans les médias que cet enjeu-là est important. Puis ceux qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique, ils vivent sur notre planète en ce moment. Est-ce que, Alain, on parle des médias, en étant lieutenant du Québec, pour Andrew, tu as été à même d'être en contact très, très près auprès des médias. Pour plusieurs le savent. Là, moi, personnellement, je cours pas après eux. Je les laisse venir. Crois-moi, c'est mieux de même. Surtout au national, ça me stresse un peu, en tout cas. Mettons que c'est pas ma tasse de thé. Attends, juste une chose pour les gens qui t'écoutent de ton coin, là. 80% des députés à la Chambre des communes, 80-90% ne parlent jamais aux médias, aux presse, parce que ces médias-là qui sont à la Chambre des communes, la très, très grande majorité, tout ce qu'ils cherchent, c'est des bébites. On le sait, là, puis moi, j'ai fait un moment donné avec un journaliste, je le nommerai pas, 5 entrevues en ligne. Là, il me rappelle, j'avais changé mon horaire à chaque fois, puis là, il me rappelle, il dit, là, Alain, je donne toi pour l'entrevue. Je dis, non, ça me tente pas. Puis là, il dit, ouais, mais pourquoi là? C'est parce que les 5 dernières que j'ai faites, t'as pas mis la clip. Je dis, si je te donne pas ton bout d'histoire que t'aimes, parce que nous, les conservateurs, tu nous considères comme les méchants, comme dans Star Wars, il y a le côté obscur, puis il y a le bon côté. Ben, dis, on est toujours dans leur histoire, le mauvais côté. Puis je dis, ben là, tu me mets pas parce que ce que j'ai dit, que je pense, qui est une ligne de notre parti en plus,
ça te fait pas plaisir parce que c'est pas le fun. Pour toi, c'est pas glamour pour toi de dire ça. Fait que j'ai dit non, tu sais, je suis tanné, fait que t'es pas différent des autres. Moi, je le faisais parce que c'était ma responsabilité. Et des fois, les gens ont l'impression, parce qu'on n'est pas des médias, c'est parce que on veut pas, non, ça donne rien. Je suis dans les médias locaux. C'est ça qui est le plus important. Moi, je suis sur mon terrain, puis tu réponds à toutes les questions. Quand je suis arrivé en 2009, je trouvais ça important. Puis là, je disais, hey, il faut absolument qu'on se fasse voir dans les médias nationaux. Mais en réalité, la Chambre des communes, c'est comme une grosse bulle en dessous d'une grosse cloche de verre. Ce qui se passe à Ottawa, souvent reste à Ottawa. En tout cas, on voit des clips de quelques secondes là, au téléjournal. Ça, c'est ce que je trouve, je dirais, le plus agaçant de voir tout le travail de réflexion, d'analyse, de recherche que les députés ou même les sénateurs font. Quand les gens font des discours en chambre, c'est pas des affaires qui sortent de nulle part. Là. C'est du monde qui se prépare pendant des heures et des heures, autant avec leurs employés qu'eux-mêmes. Puis je vais prendre l'exemple de l'aide à mourir, par exemple. Écoute, si les gens avaient pris la peine d'écouter ce qui s'est dit à la Chambre des communes là-dessus, il y en a plusieurs, ça aurait fait réfléchir véritablement. Pas le clip qui est sorti à la radio ou à la télé, qui représente rien par rapport à ce qui s'est dit, juste pour dire que les conservateurs font par exprès pour étirer le débat. Ça n'a rien à voir. Et les gens, ouais, puis drôlement, le NPD a voté avec nous autres, d'un côté, le Parti vert, puis même les députés libéraux. Ça, personne n'en parle. Non, exactement. Ça fait du bien, ce podcast-là. Faut que tu m'invites plus souvent. C'est une frustration que beaucoup de politiciens vivent. Évidemment, quand tu es au pouvoir, c'est la même chose, parce que tout le monde essaye de courir après toi pour aussi trouver des bébites, là. On sait que le gouvernement Trudeau, mettons, n'a pas le leçon à donner à personne sur la question de l'éthique, là. D'ailleurs, tu as été critique au niveau de l'éthique un bout, là, avec Jacques Gobb, tout ça. Donc, il y a de la matière aussi en masse là-dedans. Tout à fait. Ça pour dire que, moi, je pense qu'on fait, nonobstant le parti politique, je pense que les gens qui s'engagent pour servir le font du mieux de leur connaissance avec la plus grande honnêteté possible. Il y en a qui se comprennent dans toutes sortes de manèges, toutes sortes de patentes, là. N'importe quel emploi, il y a des gens tout croche, mais la majorité des gens qui vont en politique, tout parti confondu, ils vont pour les bonnes raisons. Oui, tout à fait. C'est aux citoyens, ultimement, à faire le choix. Moi, quand des fois, les gens, j'entends dire, ouais, mais comment ça se fait que Trudeau est encore au pouvoir? Il a gagné démocratiquement. Fait que si vous voulez plus l'avoir, il y a une élection. Ben, tenez-vous, là, puis arrêtez de voter pour les autres, puis votez pour un parti qui peut le remplacer. Exactement, puis on est le seul qui peut le remplacer. Et voilà, arrêtez de voter pour le Bloc. Bon, c'est mon message éditorial. En tout cas, ça pour dire qu'on a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à être ton collègue, et on a une belle équipe. J'aimerais qu'on puisse avoir 10 femmes avec nous autres. Quand je me suis présenté à la mairie de la Pocatière, j'avais seulement une condition. Ça remonte à 2005, là, bien avant le féminisme de Trudeau, là. Écoute, en 2005, là, ça fait 16 ans de ça. On peut dire féministe qui n'est que de parole, parce qu'en termes d'action, ça marche pas. En plus, exactement. Tout ça pour dire que j'avais demandé, moi, dans les conditions, j'avais dit, je vais avoir autant de conseillères que de conseillers. Déjà, dans ma culture, j'avais déjà ça, cette préoccupation-là. Ça remonte à 2005. On est capable aussi d'avoir ces préoccupations-là, nous autres aussi. Regarde, j'étais responsable du recrutement, là. On a atteint la parité qu'on appelle 40-60. En termes de femmes. Après l'élection, il y a certaines personnes, parce qu'ils ont vu des photos, puis les 10 députés élus sont tous des hommes, donc on dit encore un boys club. Ouais. Là, moi, j'ai répondu à la personne, c'est parce que c'est pas nous autres qu'ils ont élus, là. On les a livrés, là. Puis dans toutes les circonscriptions prenables, on avait des femmes. C'est quand même pas notre faute à nous, les députés conservateurs, parce qu'on est des hommes, la peau blanche la plupart, là, que c'est nous, on va dire, c'est les citoyens, là. Vous avez quelque chose à dire, critiquer la population de pas faire élire plus de femmes, mais t'sais, on fait des efforts comme tout le monde, on aimerait ça qu'il y ait le plus de femmes possible parce que ça change la couleur des discussions, puis ça prend des jeunes, ça prend des plus vieux, ça prend des gens du milieu sportif, du milieu économique, ça prend des gens de tous les horizons, mais chaque élection est indépendante. Puis on peut pas décider avant une élection qu'on va avoir 3 immigrants, puis 5 personnes en haut de 65 ans, puis 10 jeunes qui ont été élus, puis 25 femmes, puis 25 hommes, là. À un moment donné, il faut faire confiance aux gens, puis la démocratie s'applique. Hein? La famille, t'as 3 filles. Non, 2 filles et un garçon. Ouais, c'est ça. Ils ont quel âge? 19, 22 et 24. C'est des adultes maintenant. Ouais. Ils sont plus à la maison, j'imagine. Une qui s'en va à l'Université Laval à partir de septembre, une autre qui est à Montréal aux études, puis l'autre à Sherbrooke. OK. On doit chanter parti, donc t'aurais pas eu envie des années ici à Ottawa avec toi pour j'ai réussi pendant 1 an à l'Université d'Ottawa, mais il était allé à Sherbrooke avec ses amis après. Okay. Donc, moi qui se promène dans une Gatineau, Victoriaville, le chalet de temps en temps quand je suis capable, puis les enfants dans les 3 coins du Québec. Fait qu'on fait pas mal de millages. Faut dire que t'en as fait du village. D'ailleurs, on a fait une belle tournée à l'écoute des
des Québécois ensemble. Je mentionnais toute ma vie. On était allés en Gaspésie ensemble, dans le Bas-Saint-Laurent. On avait fait une tournée absolument extraordinaire. C'est là que j'ai découvert le parc Bic avec vous autres. Le parc du Bic. J'avais jamais été là, c'était incroyable, là. J'en reviens même pas moi-même. On avait été dans un super restaurant. La propriétaire avait gagné un prix où était dans une revue. Saint-Pierre. Je la salue, c'était délicieux ce que j'ai mangé. Écoute, Alain, tu vas être fier de tes enfants, bien sûr, qui sont à l'université, tous les trois, c'est ça, je comprends? Ma deuxième était à l'université, puis là, elle est allée faire une technique au cégep. Mon garçon a fini cette année comme ingénieur informatique. Et, il a suivi les traces de son père. Pas mal plus brillant que moi en informatique. Là, il est à jour, lui, dans son cas. Et en sécurité informatique, puis ma dernière rentre en comptabilité management. À l'Université Laval. Une athlète en plus, elle rentre. Rugby, elle, dans son cas, fait que c'est quelque chose pour le papa de voir sa fille. Là, certains m'ont dit, ça fait macho, je m'excuse. Et de voir sa dernière que ça va se faire bardasser sur un terrain. Même si j'adore le rugby, mais la première fois, c'est le cœur du papa, il en prend un coup. Faut imaginer la fille qui pogne le ballon la première fois, puis là, tu vois toute la cohorte de filles en arrière avec une personne qui court après, puis cours, Isabelle! Tu veux pas qu'elle arrête de peur qu'elle se fasse plaquer. Tantôt, on a parlé du Bas-Saint-Laurent, puis bon, t'as voyagé quand même passablement, là. Au Québec, à tout le moins, t'as vu toutes les régions du Québec. Y a-t-il une région particulière qui t'a marqué dans toutes les circonscriptions que tu as visitées, parce que t'es presque tout fait. C'est une question piège, faudrait que je parle de ta circonscription, c'est ça? Mettons que c'était la plus belle, celle-là. Chacun des choix. Là, si les gens de mon coin, je partageais, ils vont dire, tu parles pas de ta région en premier. Sincèrement, puis la pandémie nous a fait découvrir les beaux coins du Québec. Moi, j'ai escaladé plusieurs montagnes un peu partout. Puis je pense que les Québécois et les Québécoises ont redécouvert, en tout cas pour plusieurs, avec le ski de fond, avec l'escalade, avec la course, la marche, le camping, le nombre de personnes qui ont été en Gaspésie l'année passée. Tous mes enfants ont été passés 4 à une semaine en Gaspésie avec une gang d'amis, ce qu'ils n'avaient jamais pensé à aller auparavant. Donc, non, toutes les régions sont belles, je ne veux pas m'avancer. Sincèrement, ils ont chacun un petit quelque chose, mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est aller découvrir les producteurs du terroir. Ça, c'est rendu mon dada, là. Oui, et d'ailleurs, tu as fait une tournée des producteurs de terroir. Comme un peu moi, j'ai fait une tournée agricole, la route des saveurs que tu as fait une émission de tournée en plus avec ça. 28 endroits qu'on a fait découvrir aux gens, on appelait ça la route des saveurs. À chacun des endroits, c'était 15 minutes. On enregistrait pendant à peu près 2-3 heures pour un petit 15 minutes de montage avec la télévision communautaire. Puis ça a été un succès, là. C'est une chose pour nous autres. Ça a été incroyable. Comme moi, j'en ai fait quatre tournées, hein. J'en ai fait le tourisme, les entreprises manufacturières, l'agriculture. Et les gens sont fiers. C'est incroyable, incroyable. Il y en a de plus en plus de gens qui encouragent ces producteurs-là du terroir, puis des fromagers, des gens qui élèvent du bœuf, du porc, au niveau des jardins, des légumineuses et compagnie. Il y a des histoires extraordinaires là, dans tous nos coins au Québec, là. Je peux pas te laisser aller, Alain, sans te parler de ton équipe, parce que quand on est député, on a des équipes qui sont... Avec qu'un petit pion, sans eux, on ne survivrait pas. Tout à fait, tu as tellement raison. Moi, je suis entouré de femmes intelligentes, d'un garçon aussi ici à Ottawa qui travaille pour moi, Francis, mais j'ai des femmes intelligentes, passionnées, loyales, incroyablement. Toi, tu as des gars qui sont avec toi depuis le début, en fait. Il y a des femmes, j'ai 50 femmes dans l'équipe. Ouais. Combien de personnes dans ton équipe? J'en ai 6. 6 personnes? Mais parce que j'en ai 2 qui sont à temps partiel, qui complètent un temps plein ensemble. Il y a Antoine aussi qui est là depuis le début, en fait. Antoine, qui était maire, qui se présente à la mairie de Victoriaville à la prochaine élection. Donc, Antoine, on s'est connus avec la politique municipale. L'année avant que je me lance au fédéral. Depuis ce temps-là, on était amis, puis il a été mon bras droit de ma première campagne au fédéral. Il m'a suivi à Ottawa. Puis là, maintenant, c'est à son tour de voler de ses propres ailes à la mairie. C'est vraiment beau de voir ça. Puis, Benoît au niveau de mes gars, j'ai Michel aussi, j'ai Daniel, j'ai Annie, j'ai Nancy. J'ai vraiment une équipe extraordinaire. Puis on l'oublie souvent, c'est juste nous qu'on voit sur les pancartes. C'est correct qu'on est ceux qui mettons notre face sur la pancarte, mais c'est impossible de faire notre travail. Puis pendant la pandémie, c'est encore plus flagrant. Les premiers mois de la pandémie, là, c'était complètement fou, là. Honnêtement, on dormait pas, on se couchait, là, puis il restait encore une cinquantaine de courriels ou de messages qu'on n'avait pas répondu. Puis toute la journée, nous autres, les 6, plus moi 7, on ne faisait que ça du matin. On clinait des fois la boîte, tu te levais le matin et tu avais 200-300 messages.
tu partais un peu comme un médecin qui commence sa journée en retard, là, puis qui a du retard tout le temps. C'était un peu ça, puis il y avait de la détresse, on a vécu ça, on joue au psychologue dans certains cas, puis on n'avait pas d'informations, puis ça, je pense, c'était une des grandes lacunes au fédéral du gouvernement de Justin Trudeau. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce que notre chef Erin O'Toole a présenté en fin de semaine, c'est une stratégie nationale contre la maladie mentale. Au moment où on se parle, c'est un des enjeux fondamentaux de la société canadienne, la maladie mentale à cause de la COVID que ça a généré. Même moi, j'ai traversé une période difficile. Tout le monde peut en témoigner. Je veux dire, dans ma famille, plusieurs ont eu des problèmes. C'est comme, ça devient un enjeu de société très important. Il faut qu'on se donne une stratégie nationale par rapport à ça. Comme tu dis, on a travaillé tout aussi, c'était pareil, au mois de mars, avril, mai, juin, l'année passée, c'était incroyable. C'était 7 jours par semaine, on répondait, puis on voulait répondre, de toute façon, être présent, puis de répondre à tout le monde, tous les enjeux qu'ils avaient. Encore aujourd'hui, les enjeux ont changé, mais ils demeurent aussi des enjeux très, très importants. Donc, on doit répondre présent quand on est député pour tous ces gens-là. Puis tu parles de santé mentale, moi, je mets au défi que quiconque veut parler à un psychologue aujourd'hui. C'est des listes d'attente, puis c'est un défi, là. Puis il y a des besoins, puis là, on parle pas des jeunes, problèmes d'anxiété, les jeunes qui font du sport. Ça va être un gros, on a des gros défis devant nous autres. Oui, effectivement. Alain, merci 1000 fois pour cet entretien. T'essaies de me faire de l'exercice, ça marche pas, mais c'est un jour, peut-être que ça va marcher. En fait, pas autant que je voudrais qu'on en fasse. Mes genoux me disent, écoute pas Alain, là, ça donne rien. Là, j'en profite, là, fait que les citoyens, qui ont Bernard Généreux comme député, quand vous le voyez, vous lui dites, Bernard, faut que tu bouges parce qu'on t'aime, puis on veut te garder, mais on veut te garder en santé. Fait que là, ça va te démontrer que vous avez écouté ce podcast en plus. Merci Alain, ça a été vraiment très agréable. Je te souhaite une belle continuité dans ta carrière avec ta famille et tout ça. Merci.